Madame, Monsieur, bonjour. Faut-il garder le franc CFA ou en sortir? Cette question semble n'avoir jamais été aussi brûlante qu'au cours de cette dernière décennie. Le franc CFA fait débat dans le monde universitaire et même au-delà du continent africain, au point d'être à l'origine d'un clivage entre les leaders d'opinion. L'Afrique doit-elle donc sortir de la zone CFA? Question au cœur du dossier de la semaine avec un spécialiste des questions monétaires. Une annonce forte cette semaine, c'est l'apurement de la dette salariale de l'État envers les agents et les retraités de la fonction publique. Le Conseil des ministres de ce mercredi a annoncé une enveloppe supplémentaire de 2 milliards de francs CFA. On en débat tout de suite avec deux confrères. C'est donc parti pour Week Echo de cette semaine. Nadège Sani prend tout de suite le relais avec le mini-journal. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal sur Week Echo. L'éradication des sachets plastiques non biodégradables au Bénin n'est pas encore une réalité. Les populations ont encore du mal à se débarrasser de cette habitude. Le constat est patent, les sachets plastiques sont toujours utilisés dans les rues malgré le vote d'une loi qui l'interdit. Edwige Agosso, Amandine Animoso. Des sachets non biodégradables sont toujours présents sur le marché. Un tour dans la ville de Cotonou et le constat est amer. Des sachets plastiques continuent de dicter les lois dans les rues. On remarque que ça continue toujours parce que certaines bonnes dames ne veulent pas laisser l'utilisation des sachets. Ce n'est pas totalement disparu. Donc, ils doivent faire encore un grand effort pour voir enlever tous les sachets pour qu'on ait la paix dans le pays. Les clients sont réticents. Ils n'aiment pas débourser de l'argent pour prendre les emballages. Si on est allé au marché, si on est allé en boulangerie pour prendre le pain, il nous sert avec le sachet. Sachet noir ou bien différentes couleurs. Jaune, rouge, orange, comme ça. Les sachets plastiques dont l'utilisation est interdite au Bénin continuent de rivaliser avec les emballages biodégradables. En attendant la répression, certains Béninois essaient de se conformer à la loi en adoptant de bons comportements. Nous, on ne fait que respecter les règles imposées par le gouvernement. Donc, avant on utilisait, mais actuellement on n'utilise plus. Donc, nos pains, on avait l'habitude d'emballer ça dans ces papiers. Donc, on a juste ajouté 16 enveloppes. Pour enfin supprimer les sachets en plastique. À part ça, on a aussi des sacs qu'on vend à 100 francs. Quand les gens payent le pain, ils payent ça aussi pour mettre le pain dedans. D'autres amènent leur propre sachet pour payer. Donc, du coup, nous, on n'utilise plus du tout du sachet. Si vous voulez plus de sachet, il faut un sac. Depuis le vote de cette loi, on achète les sacs biodégradables. Il y a certaines pharmacies qui proposent des emballages en papier aux clients. La réussite de la lutte contre les sachets plastiques non biodégradables passe par l'intensification de la sensibilisation. Pour cette affaire de sachets, il faut qu'on se batte réellement pour gagner la lutte. À petits pas, ils vont comprendre. Il faut renforcer la sécurité au niveau des frontières. Ainsi, quand leurs stocks seront épuisés, ils vont s'adapter aux réformes. Pour une meilleure protection de l'environnement, la population doit prendre conscience des risques qu'elle court en utilisant les sachets plastiques non biodégradables. Les saisons pluvieuses s'annoncent précoces et inquiètent plus d'un. Plusieurs rues sont même déjà inondées. C'est un dysfonctionnement climatique qui profite aux maraîchers. Suivons dans le reportage qui va suivre les explications d'un expert en environnement sur le sujet. Début février, certaines rues sont déjà inondées. C'est la précocité des pluies.
La saison sèche s'étend souvent de novembre à mars. Cette année, les conditions sont donc réunies pour qu'on parle de saison de pluie avant la période traditionnellement admise. Lorsque l'air froid polaire s'enfonce très loin sur les continents, à partir des pôles en direction de l'Europe, de la Méditerranée, il y a ces perturbations mobiles qui se déplacent et empruntent ces passages-là entre deux anticyclones. Lorsque ces perturbations mobiles arrivent plus au sud, vers les 6 degrés, entre 10 degrés et 6 degrés, il y a une autre circulation qui les prend en charge, que nous appelons techniquement la circulation de Walker. La cellule de Walker qui circule sur deux branches, une branche est-ouest et une branche ouest-est. En 1979, les pluies étaient abondantes hors saison. 40 ans après, le même phénomène s'observe et on peine à comprendre ce dysfonctionnement climatique. Les perturbations arrivent et sont prises en charge par la branche supérieure. Elle les retourne par la base sur la branche inférieure qui fait ouest-est. Donc les cellules qui descendent, les perturbations du front polaire qui descendent à travers les deux anticyclones sont reprises dans la circulation de Walker qui les ramène vers nous dans le golfe de Guinée, depuis pratiquement le Sénégal jusque dans le golfe de Guinée. L'abondance des pluies est-elle bénéfique aux cultures maraîchères? Ce sont les cultures maraîchères qui sont des cultures de deux mois généralement, genre les laitues, les amarantes, les gambos et autres, qui peuvent en profiter parce qu'ils sont obligés d'arroser. Mais lorsque c'est plus la passe, là, ils sont dispensés d'arroser pendant quelques jours. La variation intrasaisonnière des pluies constitue un profit pour les maraîchers et provoque l'inondation précoce de plusieurs rues en milieu urbain. Mettre les femmes au cœur du développement pour éviter les pertes de gains à l'État, c'est ce que prône le PNUD à travers son outil de label certification de la promotion de l'égalité entre les sexes. Un atelier de sensibilisation se penche sur la question et vise à modérer les inégalités constatées dans l'administration publique béninoise. Igor Ayosso et Nokompati. Les inégalités du genre dans les domaines socio-économiques persistent toujours dans le monde. C'est du moins ce que renseigne le rapport 2016 du PNUD sur le développement humain en Afrique. Cette disparité fait perdre à l'État plus de 95 milliards de dollars par an, soit 5 000 milliards de francs CFA par an. En 2014, on a une cumulation de 105 milliards de dollars américains de pertes, soit 6% du PIB régional, compromettant de ce fait les efforts du continent en faveur d'un développement humain et d'une croissance économique inclusive. Si on parvient à combler les écarts qui existent entre les femmes et les hommes sur le marché du travail, dans le domaine de l'éducation et de la santé, l'on pourrait réduire substantiellement cette perte de gains économiques pour nos pays. Il sera alors possible d'accélérer l'éradication de la pauvreté et de la faim. Pour atténuer cette disparité constatée, le PNUD a mis en place le label de certification du genre, un outil qui permet d'accompagner et d'accélérer les résultats en matière d'égalité du genre dans les pays qui ont ratifié des accords internationaux, dont le Bénin. Le présent atelier national en est une parfaite illustration. L'enjeu de l'outil est de vous permettre de mesurer les progrès sur vos objectifs et vos priorités en matière d'égalité des sexes de façon progressive et efficace. Cela vous permettra de savoir avec exactitude votre situation du moment et les résultats escomptés sur les questions d'égalité entre les sexes en tant qu'institution publique. L'implication de tout un chacun est primordiale dans le processus de certification. C'est la raison pour laquelle vous êtes toutes et tous conviés à ces travaux afin d'échanger sur les résultats prioritaires et les actions que vous pouvez mettre en œuvre ensemble dans les mois à venir. Les Béninois gardent l'espoir de voir réduit un de ces 4 matins l'inégalité observée entre les sexes dans l'administration publique
béninoise. Considérée dans de nombreux pays comme la fête des amoureux, la Saint-Valentin est un moment privilégié pour de nombreux Béninois pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour. Petroni Lokoso, Ulvaïs Balogo. Cadeau ou pas de cadeau? De nombreux couples se posent cette question à l'approche du 14 février, reconnu comme étant la fête de l'amour. La Saint-Valentin est une période qui correspond à un pic de vente pour les commerçants et les commerçantes de nounours, de fleurs et autres accessoires d'affection. À Cotonou, aux abords des axes routiers, les petites boutiques n'échappent pas aux couleurs de l'amour. Les enseignes rivalisent d'ingéniosité pour attirer du plus galant au plus réticent. Et ça marche. Dame Émilienne est tombée sous le charme de ces commerces aux couleurs de l'amour. Comme j'ai vu que la fête s'anime ici, je me suis profitée pour venir voir, pour faire une surprise à mon chéri. Contrairement à elle, de nombreux clients font encore la ronde, indécis. Une aubaine pour les commerçantes qui pourtant se plaignent de la mévente. Une morosité économique face à laquelle ces dames ont baissé les prix de leurs marchandises. Et pourtant, la frénésie habituelle ne serait pas pareille. On ne vend pas du tout. Le marché se porte mal. Vraiment mal. Il n'y a pas d'affluence, on ne voit personne. Les gens ne sortent pas, on ne sait pas pourquoi. L'année dernière, on avait plus de clientèle. On a remarqué que l'argent ne circule pas. On a même diminué les prix des coffrets. Avant, nos coffrets étaient à 50 000, voire 70 000. Mais maintenant, même à 7 000, les clients n'achètent pas. Les articles ne sont pas du tout chers. Même avec 500 francs, tu as une tige pour ton bien-aimé. Malgré la morosité économique, ces vendeuses gardent espoir. Car, quoi qu'on dise, la Saint-Valentin représente une rupture avec le quotidien, une occasion de lâcher prise pour le bonheur des tourtereaux. C'est bien apprécié ça là. Ce sera tout pour ce mini-journal. Ne zappez surtout pas. Wikeko continue avec Ulvaïus Balogo. Merci à vous Nadège Sani. Wikeko continue bien évidemment, mais avant on passe à la revue de presse économique. Bonjour à tous et merci d'avoir pris le rendez-vous de la revue économique sur Wikeko. Nous démarrons par cet appui de financement accordé au gouvernement. Bénin Intelligent Titre, appui au développement agricole et accès au marché. 60 milliards de francs CFA au profit de 51 000 ménages. Le journal explique que 51 000 ménages ruraux vulnérables du Bénin bénéficieront de cet appui par le Fonds international de développement agricole FIDA. L'objectif primordial en initiant ce projet est de réduire la pauvreté rurale grâce à une approche axée sur les filières agricoles. Au quotidien, Fraternité d'ajouter en manchette, compétitivité des produits des exploitations agricoles. Le Bénin bénéficie de 60 milliards de francs CFA. Le journal nous apprend que ce fonds a été accordé aux fins de réduire les importations de produits alimentaires et d'améliorer la compétitivité des produits des petits exploitants agricoles sur les marchés intérieurs et extérieurs. Allons à présent dans le domaine de l'énergie pour parler des réalisations à Maria Gleta. La presse du jour met en manchette construction de la centrale thermique de Maria Gleta 2. Un taux d'exécution de 90%. Selon Laurent Torsou, directeur de la SBEE, ces ouvrages seront livrés très bientôt et vont permettre de renforcer le système électrique tout en apportant un complément et régler une bonne partie de l'autonomie énergétique. Il ajoute que les ouvrages vont également changer la configuration de la disponibilité de l'énergie pour le compte de la SBEE et pour le client.
clients. Bénin intelligent renchérit. Le ministre de l'Énergie sur le site de Maria Gleta 2. Le premier moteur mis en service dans un mois. Le journal explique que selon le coordonnateur du projet, tous les auxiliaires et les différents moteurs nécessaires au démarrage de la production de l'énergie sont déjà installés. Santé à présent, la presse du jour titre « Création prochaine de l'Agence africaine du médicament ». L'Union africaine confirme la teneur du message de Talon à Genève. On peut retenir des colonnes du journal qu'il urge que l'Afrique ait son indépendance sur le plan des médicaments. Le journal explique que selon le président de la République, je cite, « La lutte contre les faux médicaments est une lutte qui déborde largement les cadres nationaux et qui doit s'inscrire dans une coopération internationale. » Fin de citation. Nouvelle expression reprécise. Création prochaine de l'Agence africaine des médicaments. Quand le combat de Talon contre les faux médicaments inspire l'Union africaine. Le journal complète que le Bénin pourrait au moment venu assumer les responsabilités liées à cette agence. Nous nous intéressons à présent à la préservation et la protection de l'environnement. Le Progrès titre « Phase active du projet de gestion des déchets. Le gouvernement donne du souffle aux communes. » Le journal explique que le projet de modernisation et de gestion des déchets solides ménagers est entré dans sa phase active. L'objectif du gouvernement est d'offrir aux Béninois du Grand Nokoué un système performant de gestion des déchets et de salubrité urbaine, un des plus optimisés de la sous-région. Le Bénin intelligent dans cette même dynamique titre « Grand Nokoué, Tonato lance la gestion modernisée des déchets ». Le journal ajoute que le dit projet concerne les communes de Ouida, d'Abomey-Calavi, de Cotonou, de Semekpodi et Porto Novo, où la forte concentration d'individus génère un volume croissant des déchets. Finissons cette revue par la noyade de plusieurs personnes à Karimaman. Fraternité titre « Naufrage d'une quarantaine de morts à Karimaman ». Selon le journal, une barque motorisée quittant le village Gorouberi dans la commune de Karimaman a chaviré sur le fleuve Niger. On dénombre plus d'une quarantaine de morts sur les 110 personnes à bord. On retient que cet incendie n'est pas dû à la hauteur de l'eau. Le conducteur de la barque aurait perdu le contrôle au moment de l'accostage. Mais les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants. C'est sur cette triste nouvelle que se referme cette revue. Merci de m'avoir suivi. Merci à vous, Gloria Oni, et sans plus tarder, le décryptage. Les fonctionnaires sont à l'honneur. Et tenez-vous bien avec un sourire XXL. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est un confrère de la presse écrite et plus précisément du quotidien Fraternité. Pour cause, vous demandez-vous, le chef de l'État respecte la signature de l'État et paie les dettes salariales. Plus de 3 milliards de francs CFA au profit des retraités et agents de l'État. Avec moi, pour en parler justement, Christophe Possinou, il est du quotidien Afrique Express. Bonjour Christophe. Bonjour Louis. Vous allez bien? À vos côtés, Arnaud Doumaou du quotidien Fraternité. Arnaud, bonjour. Bonjour, Laris. Alors, vous l'avez dit, Arnaud, c'est un sourire XXL, plus de 3 milliards de francs CFA. Comment vous appréciez cette décision? Oui, je crois que c'est une excellente décision parce qu'il faut justement qu'on arrive à respecter les engagements pris par l'État. Vous voyez que cette dette date d'avant 2016, donc d'avant l'arrivée au pouvoir du régime du nouveau départ. Tout à fait. C'est dommage qu'à chaque fois qu'on prenne des actes d'avancement des fonctionnaires sans que l'incidence financière n'accompagne automatique, c'est ça. Et lorsque vous suivez un peu la loi de finances gestion 2019, on a parlé de la stabilité de la charge salariale de l'État. Donc, on va pouvoir savoir exactement ce que gagnent les fonctionnaires par mois, à chaque mois. Donc, ce que l'ambition du gouvernement, c'est de faire en sorte que, dès lors qu'il y a avancement, que l'agent, en même temps, puisse
jouir de l'indice, de l'incidence financière automatiquement. Mais ça n'a pas été le cas juste là. Et ce n'est pas encore le cas. C'est vrai que c'est une ambition du gouvernement, on espère que ça va se faire. Maintenant, comme c'est la pratique, c'est qu'on prend des actes. Donc, pourquoi vous voyez souvent, il y a ça des mouvements de grève, les agents disent, les syndicats disent, mais prenez d'abord l'acte, parce qu'ils savent que d'une manière ou d'une autre, quand on sait que l'État te doit, l'État peut finalement rembourser. Peu importe les années. Peu importe les années, l'État doit, et c'est le cas, c'est ce que nous observons là, passer à une augmentation de 3 milliards, c'est dans l'intérêt des agents de l'État. Alors Christophe, c'est une décision qui date de bien longtemps que le gouvernement vient maintenant en tout cas en temps appliqué. On a vu depuis janvier déjà, une partie a été payée aux retraités. Comment vous appréciez cela? Oui, en fait, l'État a décidé d'être plus crédible vis-à-vis des travailleurs. Parce que lorsque vous prenez un engagement et que vous ne respectez pas ce dernier, ça met en cause votre crédibilité. Et le régime du nouveau départ a voulu corriger cet état de choses. Et désormais, l'État veut respecter ses engagements. Et en décembre 2018, lorsque le chef de l'État rencontrait les syndicalistes, les organisations syndicales, il avait pris cet engagement de respecter, de leur restituer ce que l'État leur devait. Vous savez, quand vous montez en garde dans la fonction publique, automatiquement, vous devez être rémunéré à la hauteur. Mais ce n'a pas été le cas depuis des années. Et aujourd'hui, le chef de l'État, Patrice Talon, a décidé de mettre fin à cet état de choses et ça a commencé. Il est vrai, c'était prévu qu'un milliard serait débloqué chaque fin du mois à compter de janvier 2018. Mais pour le compte du mois de février, le gouvernement a décidé de compléter 2 milliards, ce qui amène la somme à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Donc c'est une manière de motiver beaucoup plus davantage les travailleurs et de faire envier encore à la jeunesse davantage la fonction publique. Alors justement, faire envier davantage la fonction publique, mais on va revenir un peu sur cette question. Ce qu'il faut remarquer, c'est que depuis janvier, certains, notamment les retraités, ont commencé à être payés. Mais malheureusement, ils ne sont pas tous payés. Vous savez, nous sommes au Bénin, il y a ce que nous appelons la lourdeur administrative, qui n'est toujours pas zéro, malgré les différents efforts qui sont en train d'être effectués. Et on ne peut pas prendre cela comme il n'y a pas les ressources. L'État a pris l'engagement de payer. Donc certainement, ils vont rentrer en possession de ce qui leur revient par la suite. Alors Arnaud, ce qu'on a pu remarquer, c'est que Christophe le disait tantôt, en décembre dernier, le chef de l'État a rencontré les centrales et organisations syndicales pour leur montrer toute sa bonne volonté à aller de l'avant dans le partenariat avec eux. Alors il se fait que à peine 3 mois justement, on est en février déjà, à peine 3 mois passés, et déjà le gouvernement commence à respecter son engagement. Est-ce une façon d'apaiser le fonds social? Apaiser le fonds social, bon, je dirais que c'est certainement un pan des préoccupations des fonctionnaires. Mais je dis toujours que cela reste une dette payée. Une dette, c'est-à-dire que c'est vrai que quand quelqu'un... Mais le gouvernement n'était pas obligé de respecter cette dette-là. Non, le gouvernement a été obligé. Vous savez que ce n'est pas une première fois. À l'arrivée du président Boni Yaye également, il y avait cette affaire de date non payée, d'avancement de salaire non payé, et des retraités également ont été payés. Vous voyez, c'est que c'est devenu presque une tradition. Et c'est pour ça qu'il faut conjurer finalement ce sort. Vous voyez, c'est pas... on ne peut pas à chaque fois, à chaque régime, venir payer une ardoise dans notre régime. Notamment, on peut avoir d'autres dettes, mais notamment en matière salariale. Le temps prend un acte, c'est comme si, c'est le même, aujourd'hui vous voyez ce qui se passe au niveau des réformes. On fait en sorte que le fonctionnaire qui part à la retraite soit vite payé. Alors que par le passé, tu vas à la retraite, il y a un tas de pièces à fournir, alors même que c'est la même administration qui t'a fourni ces pièces-là. Et à la fin, lorsque tu veux aller à la retraite, maintenant, dis-moi, va chercher telle pièce à droite, va chercher telle pièce à gauche, de telle sorte que l'argent qui part à la retraite tout de suite va attendre parfois 1 an,
2 ans et demi avant de prendre... Et il paraît justement que c'est ce qui explique que certains retraités ne sont pas encore entrés dans leur dû à présent. Oui, justement, parce que également, au niveau de ça, il y a par rapport notamment de la question du paiement par la décision prise par le gouvernement, il y en a que le ministre avait demandé, on avait demandé en tant que des retraités se présentent pour qu'on sache que véritablement ceux-là sont encore en vie. Mais il y a certains qui n'ont pas pu remplir cette formalité-là. Donc moi, il me semble que ce sont ces retraités-là qui ne sont pas encore entrés en possession de leur dû. Mais je dis, il faut qu'au niveau de l'administration publique, qu'on puisse corriger ces anomalies-là. On ne peut pas prendre des actes d'avancement pour des gens qui vont ne pas bénéficier de ça. Parce que lorsqu'on te paie la dette, mais on ne te paie pas le préjudice subi. Tout à fait. Lorsque on te devait, je suppose que tu as 100 000, donc tu as un acte d'avancement qui te mène à 200 000, et tu espérais quand même avec ça réaliser un certain nombre de projets. Tu fais 4 ans, 5 ans, 10 ans, on ne te paie pas. Un beau jour, on dit, bon, on décide de te payer. Tu dis, bon, tu prends, mais bon, c'est d'accord, tu vas être quand même mécontent. On va te dire que tu viens chercher l'argent, tu vas être mécontent. Mais toujours est-il qu'il y a quand même eu un préjudice. Ces projets en tant que tu avais fait, tu ne pourras plus forcément justement, donc, ça veut dire que d'accord, on t'a remboursé, mais on a réparé le préjudice subi. On n'a pas réparé le préjudice subi, c'est pour dire qu'il faut qu'on puisse quand même finir avec ces anomalies-là. Et c'est pour cela qu'en matière de gestion de l'administration publique, les réformes qui sont en cours sont des réformes très importantes pour les agents de l'État. J'ai dit d'abord actuellement ce qui est en cours, faire en sorte que dès que les gens voient la retraite, en même temps qu'ils puissent percevoir. Et aussi, avec ce que l'ambition du gouvernement, du président Patrice Talon, faire en sorte que dès qu'il y a un acte d'avancement pris, que l'agent puisse bénéficier automatiquement de cela. Et en plus de ça, il faut ajouter le fait que dès que l'État recrute, il faut qu'à la fin du mois, que l'agent puisse percevoir son salaire. Si le privé est en mesure de le faire, on peut recruter un agent de l'État qui fait 6 mois, qui fait 1 an avant d'être payé, de percevoir. Après, et pendant ce temps, qu'est-ce que fait l'agent? La corruption. Mais cette volonté de vouloir assainir les finances publiques, de vouloir payer automatiquement, ça oblige aussi l'État à prêter de l'argent, ou plutôt à augmenter, comme on le voit aujourd'hui, le fisc. Non, mais l'augmentation du fisc, ça rentre beaucoup plus dans la politique globale de l'État. Parce que par rapport aux recommandations des institutions Bretton Woods, au FMI, Banque mondiale, on demande d'élargir l'assiette fiscale. Ça rentre dans la politique globale de l'État. Et par rapport à ça, le gouvernement a, surtout sous l'aide de la rupture, il y a eu beaucoup de taxes. Il y a eu beaucoup de taxes. Donc, c'est carrément un autre volet. Alors, Christophe, vous remarquez avec nous qu'il y a eu beaucoup de taxes. Les fonctionnaires sont payés. L'État fait beaucoup d'efforts quand même pour payer les salariés à bonne date. Mais en même temps, on remarque que la vie est chère. Bon, la vie est chère, ça c'est d'autres macros. Hein. On ne saurait lier ça à la volonté de l'État de payer ses fonctionnaires. Et le chef de l'État, une fois même, l'a mentionné dans ses propos. Et quand on prend le nombre, en fait, c'est pas un nombre aussi considérable. Donc, c'est d'autres macros par rapport à la cherté de la vie. Et il y a plusieurs facteurs qui le justifient. Aujourd'hui, chaque pays n'est plus dans un environnement isolé. L'économie aujourd'hui, elle est beaucoup plus globale, voire régionale. Donc, il n'est pas question de lier la cherté de la vie aujourd'hui à la volonté de l'État de respecter ses engagements. Vous voyez, avant de recruter des fonctionnaires, c'est un concours qui est lancé. Tout à fait. Il y a un ministère qui s'occupe de la planification, on a le ministère du plan et du développement. Donc, c'est déjà le nombre de personnes qui sera recrutées. On a déjà une idée sur l'incidence financière et c'est en fonction de ça qu'on élabore les politiques économiques publiques. Ouais. Donc, la question de la vie est chère. Il ne faudrait pas qu'on lie ça à la volonté de l'État de mettre à l'aise les fonctionnaires. Parce que si on ne les met pas à l'aise, ils ne peuvent pas travailler. Si on ne les donne pas ce qui leur revient, ils ne peuvent pas travailler. Et qu'est-ce que vous pouvez faire même dans le privé sans l'administration publique? Il y a des pièces que vous allez forcément prendre dans l'administration publique. Ouais. Donc, par rapport à la cherté de la vie, différentes politiques sont en train d'être mises en œuvre.
Pour atténuer. C'est vrai que la croissance aujourd'hui, elle a plus de 7%, dit-on. Mais l'autre chose qu'on remarque aussi, c'est que cette année 2019, déjà, on a remarqué que le gouvernement a entrepris d'énormes efforts dans les mesures sociales. On a remarqué le renforcement, l'accès à l'eau potable, l'amélioration des conditions de vie des Béninois. De plus en plus, pensez-vous que tout ça participe d'un but précis? Ah oui. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au début, on a accusé le régime du président Patrice Talon de ce régime qui ne veut pas œuvrer beaucoup plus dans le social. Or, le gouvernement avait sa feuille de route. Il y avait une méthodologie. Oui. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes en train de constater que ce n'est plus le cas. Lorsqu'on prend l'eau, c'est un secteur très important. Il y a des régions qui n'avaient pas du tout accès à l'eau, qui manquent cruellement d'eau. Oui. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Oui. Vous avez les microcrédits qui ont été relancés d'une manière la plus accessible. On parle aujourd'hui de microcrédits numériques où déjà avec votre compte, votre téléphone, vous pouvez avoir accès à un montant pour pouvoir faire vos activités. Ouais. Donc cela donne déjà une idée de ce que même la cherté de la vie dont on est en train de décrier, ça ne serait plus le cas d'ici à là, dans la mesure où, une fois toutes ces mesures sociales vont commencer par donner les effets et les données vont changer. Alors, Arnaud, les données vont changer avec les mesures sociales qui sont en train d'être prises, vous le pensez vraiment? Oui, parlant de mesures sociales, il faut d'abord dire que la croissance n'est pas inclusive. C'est vrai qu'on parle de 6%, de 6 et quelques, on veut tabler sur 7 pour 2019, l'année 2019, mais malheureusement, cette croissance n'est pas inclusive. Et lorsque cette croissance n'est pas inclusive, cette croissance ne prend pas en compte le capital humain. Et quand ça ne prend pas en compte le capital humain, le panier de la ménagère ne ressent pas les effets de la croissance économique. Mais c'est ça qui explique que malgré le fait qu'on décide de payer des arriérés de salaire... oui, encore que les arriérés de salaire, ce n'est pas une mesure sociale. Mais au moins, ça augmente un peu... Une mesure sociale doit découler d'une politique de l'État. Alors, quelle est la politique de l'État générale de mise en œuvre qui atténue, qui améliore les conditions de vie de l'État? Donc c'est ça. Quand on parle du projet H aujourd'hui. Justement, c'est l'un des projets les très attendus. Et pas attendu parce qu'on est du bord de tel bord ou de tel autre bord. Nous sommes en droit de réclamer le projet H. Parce qu'on ne peut pas, le Bénin ne peut pas s'aligner sur les agendas internationaux, notamment les ODD, qui mettent un accent sur le capital humain, l'agenda 2063 de l'Afrique dont nous rêvons. Mais dire au même moment que nous n'ayons pas dans ce pays un régime d'assurance maladie au plan national, c'est pas possible. Ouais, le président Ebony Yaya a voulu faire avec le RAMU, le régime d'assurance maladie universel. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a invité des artistes, on a chanté partout le Bénin, on a fait des concerts pour chanter, pour danser. C'était ridicule. Dans un contexte où les partenaires internationaux ont donné des financements, notamment pour ce qui concerne les mutuelles de santé et autres, et pendant ce temps, on n'a pas au plan national un régime d'assurance maladie. Donc le projet H, c'est un projet qui est très attendu, qui va impacter les Béninois dans tous les secteurs. Quand on prend les artisans, les agriculteurs, ce sont des personnes qui n'ont pas de prise en charge, contrairement aux fonctionnaires. Les fonctionnaires sont qu'un petit nombre. Ceux-là, bon, ils vont sourire, d'accord, mais et le reste des Béninois. On n'a pas que des fonctionnaires. Sans oublier ceux qui sont dans le secteur informel. Oui, mais voilà, on n'a pas que des fonctionnaires de l'État au Bénin. Au contraire, la grande masse de ceux-là qui contribuent à la production de la richesse sont dans d'autres secteurs, que ce soit l'agriculture, que ce soit dans l'artisanat, et ceux-là vont bénéficier du projet H. Donc, on est en droit de réclamer que le projet H soit mis en œuvre et le plus tôt possible parce que le projet H est attendu. Il ne faut pas qu'on reste toujours dans tout ce que nous avons vécu avec le RAMU et qu'au fin du mandat, à un mois, peut-être 2 mois, quelques mois du mandat, qu'on nous dise que bon, finalement... il est prévu normalement que le projet H entre en œuvre au plus tard, la fin du premier trimestre. On espère vivement, je dis une fois, les Béninois sont en droit de réclamer la mise en œuvre du projet H, parce que je dis c'est le plus grand projet, de mon point de vue, qui va impacter le plus grand nombre de Béninois au plan social. C'est vrai, je suis d'accord que vous avez cité des exemples tout à l'heure, la question des cantines scolaires pour les enfants, même s'il y a Audi, c'est très important. La question de la fourniture d'accès de l'eau potable à tous. Je suis d'accord, mais je dis, le capital humain, lorsque vous n'êtes pas en bonne santé,
Est-ce qu'il faut contribuer à la production de la richesse? Non, c'est pour ça qu'on met au cœur de toute gouvernance l'homme. L'homme est au cœur de toute gouvernance. Donc, lorsque vous assurez de ce que vos administrés sont en bonne santé, ils ont l'énergie, ils ont la force, ils peuvent donc contribuer à participer au développement, à la production de la croissance. Donc, et par rapport à ça, donc, le développement sera durable. Mais quand ce n'est pas ça, vous tablez juste sur des croissances, des chiffres, vous êtes félicité par le FMI, vous êtes félicité par, je ne sais pas encore, les instituts Bretton Woods, ça pose un problème. Ça pose un problème. Ça pose un véritable problème. Christophe, le projet Arche, vous êtes en droit de le réclamer aussi? Ah oui, comme l'a dit Arnaud, c'est en fait, quand on parle des mesures sociales, c'est l'une des mesures sociales qui touche concrètement l'individu. Et Arnaud disait que la croissance, elle n'est pas inclusive. Bon, d'accord, mais elle a certes un impact. Oui. Nous avons les travaux routiers qui sont en train d'être lancés. Donc peut-être on peut dire d'office que c'est l'impact de la croissance économique qu'on annonce. Maintenant, comment faire pour que l'individu, c'est-à-dire la population, le citoyen, puisse réellement sentir les impacts de cette croissance? D'où le projet H, qui est vraiment un projet véritablement social. Vous savez, aujourd'hui, il y a une raison principale qui doit même motiver le gouvernement à doubler de vitesse dans la mise en œuvre de ce projet. Oui, et lorsqu'on déclenche la lutte contre les faux médicaments, qui aujourd'hui a connu une avancée terrible, rapide. Vous allez même dans les pharmacies, mais vous allez vous poser la question, mais je suis au Bénin, est-ce que les gens avaient l'habitude comme ça de venir à la pharmacie? Ouais. Et regardez déjà le coût des médicaments dans les pharmacies. Ouais. Donc c'est déjà l'une des raisons pour lesquelles on doit mettre en œuvre le projet H pour pouvoir faciliter l'accès aux médicaments à la population. Parce que lorsque la personne a une assurance maladie, certainement elle est prise en charge également dans une pharmacie. Et quand il tombe malade, facilement il a accès aux médicaments. Parce qu'à l'instant, il n'est pas permis à tout le monde d'aller à la pharmacie. Même si les gens le font, parfois c'est pas contraint et ils guérissent peut-être leur maladie, mais économiquement, ils n'ont pas toujours les moyens pour le faire. Merci à vous Christophe Possinou. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien Afrique Express. Avec vous, j'étais avec Arnaud Doumaou, du quotidien Fraternité. Merci chers confrères. Et sans plus tarder, nous allons laisser la place à présent au dossier de la semaine. Je le disais également au début de cette émission, en Afrique, on ne compte plus les articles critiques, les manifestations et les coups de gueule médiatiques contre le franc CFA, cette monnaie de 14 États africains garantie par le Trésor français. Pour certains, les questions de légitimité ou de la réforme du franc CFA se posent avec acuité, mais pour d'autres, il faut savoir raison garder. L'Afrique doit-elle sortir de la zone franc CFA? Si oui, comment devrait-on procéder? C'est dans le dossier de la semaine. Mais avant, suivons cet élément. En 1945, il a été créé et imposé aux pays colonisés par la France. Soit 13 ans après son utilisation par 15 pays, il ne fait plus l'unanimité au sein des pays de la CEMAC, Communauté économique monétaire de l'Afrique centrale, et de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Le franc CFA, monnaie issue de la colonisation, est rattaché d'abord au franc français, puis à l'euro. Depuis quelques années, le débat sur cette monnaie refait surface, où activistes, leaders d'opinion et scientifiques appellent les gouvernants à sa renonciation. Après une longue période de mutisme, les économistes de l'université d'Abomey-Calavi sortent enfin de leur laboratoire pour éclairer la lanterne des spécialistes, activistes et autres passionnés de la question monétaire. Ici, le débat est ouvert et basé sur les fondements économiques. Pas de place à un débat guidé par l'émotion. 2 panels, donc 2 thèmes. Il s'agit primo de montrer les avantages et inconvénients des monnaies communes, le cas du CFA. Et secondo, d'énumérer les nouvelles orientations de la politique monétaire pour les pays de la zone franc. Des discussions, il ressort que le franc CFA, selon certains, aide les pays utilisateurs à stabiliser leur économie. Pour d'autres, cette monnaie, au-delà des analyses de corrélation, est une question politique. Ils souhaiteraient que la BCEAO revoie sa politique monétaire et que les réserves logées dans le trésor public français soient domiciliées à la BCE, Banque centrale européenne.
Doit-on sortir du franc CFA et quels sont les enjeux de cette aventure, ce qu'on pourrait appeler une aventure, bien évidemment. Je reçois pour vous ce matin un spécialiste des questions monétaires. On l'appelle Ego Jude. Bonjour, monsieur Ego. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors, faut-il garder le franc CFA ou en sortir? Merci pour l'invitation. D'abord, je vais commencer par vous dire que ma présence sur ce plateau se justifie par le fait que à l'université d'Abomey-Calavi et plus particulièrement à la faculté, nous avons fait l'option depuis quelques jours de communiquer sur cette question du franc CFA qui fait débat et qui fait polémique. Donc notre job sera de déconstruire tous les préjugés qui sont de mieux éclairer l'opinion publique compte tenu de notre connaissance particulière sur cette question. Donc, ce serait quand même un peu maladroit que nous laissons ce débat être traité par des personnes qui ne sont pas réellement du domaine. Ce n'est pas parce qu'on utilise la monnaie comme instrument de paiement qu'on est spécialiste des questions monétaires. Alors, vous êtes un spécialiste des questions monétaires. Exactement. Alors, ma question revient. Oui, aujourd'hui, est-ce qu'on doit rester dans le franc CFA? C'est une question très importante aujourd'hui. Tant les signaux sont brouillés en ce qui concerne les considérations idéologiques et aussi ce qui relève de données macromonétaires. Tout est mélangé dans l'actualité économique parce que les gens confondent la relation conflictuelle que la France entretient ou a entretenue avec ses anciennes colonies avec la gestion d'un outil monétaire. La zone franc est un mot de coopération internationale, je vais le dire, gagnant-gagnant pour les deux parties, qui a réussi à garantir la stabilité monétaire dans la zone. Donc, cette stabilité monétaire se traduit par le fait que l'inflation n'atteint pas des niveaux records dans la zone CFA, comme on peut le noter dans un certain nombre de pays. Alors, quand les évolutions sont possibles. Nous ne disons pas que tout est parfait. Mais avant d'arriver à l'évolution dont vous parlez, l'arrimage du franc CFA à l'euro, vous parlez de stabilité. Oui. On sait que le franc CFA, c'est comme une devise aujourd'hui. Alors, c'est arrimé à l'euro et on a du mal, par exemple, à faire des transactions avec le franc CFA au niveau international. Ça pose problème, non? Non, on n'a pas du mal à faire des transactions avec le franc CFA. Le franc CFA n'est pas destiné à faire des achats ou à faire des opérations de vente sur les marchés internationaux, mais c'est au niveau des transactions dans la sous-région. C'est à cause de ça qu'il y a la libre convertibilité. Si vous voulez acheter sur le marché international, vous êtes obligé de convertir votre CFA en euros ou en dollars. C'est ce qui justifie l'existence d'un compte d'opération dans lequel on ira puiser les réserves pour pouvoir acheter au niveau international. Donc, si je continue par répondre à votre question, il faut qu'on fasse attention pour ne pas jeter l'enfant avec l'eau du bain, et comme on est en train de le faire. Donc, il y a des évolutions qu'on peut structurer en 3 points essentiels. Évolution sur le compte d'opération, qui est en fait le compte qui stocke les réserves de change pour effectuer des achats à l'international. Évolution sur la participation de la France dans les conseils d'administration qu'on peut aussi réformer. Évolution au niveau aussi de là où on stocke l'argent. Au lieu de stocker au niveau du Trésor français, on peut poser ses réserves au niveau de la BCE. Là, au moins, les gens ne verront plus directement la France comme interlocuteur et sans doute, ça va les calmer. Donc, vous comprendrez évidemment que je suggère le maintien de 2 principes de base de la zone, à savoir la fixité du taux de change et la convertibilité. Alors, soyez un peu plus détaillé pour ceux qui ne maîtrisent pas ce niveau de langue. Vous parlez de fixibilité. Non, fixité du taux de change. Allez, ça veut dire que la relation, le taux de change entre le franc CFA et l'euro, elle ne doit pas bouger du jour au lendemain comme le naira et le dollar. Elle doit rester stable, fixe. Quand vous vous levez le matin, vous savez que c'est 655,597, que ce sera, que le soir, ça ne changera pas. Pour que ça puisse changer, il faudrait qu'il y ait une réunion de tous les chefs d'État de la zone avec la France et que tous les chefs d'État soient d'accord, qu'il y ait l'unanimité pour que la monnaie soit
dévaluer. Alors, pour en arriver à cette fixité dont vous parlez, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, il y a la fixité maintenant. Il y a la fixité. Le franc CFA n'est pas aujourd'hui, quand on doit le convertir en euros, c'est fixe. C'est fixe. Vous convertissez tous les jours. Le franc CFA a un taux fixe. En francs français, c'était avant 1994, avant le 11 janvier 1994, avant la dévaluation, c'était un franc CFA, un franc français égale 50 francs. Oui. À partir de la dévaluation, c'est devenu 100 francs. Et au niveau du basculement à l'euro, le franc CFA s'est rattaché directement à l'euro et on est sur un taux de change fixe, je le précise bien, fixe de 1 euro égale 655,597 pour arrondir. Alors l'autre chose que certains préconisent, vous savez, depuis que cette monnaie a été créée, on est passé de 100% à 115%, à 50% aujourd'hui, et d'aucuns préconisent le dépôt d'un pourcentage moins important de réserves, c'est-à-dire moins de 50% aujourd'hui. Ce serait une solution pour permettre à l'Afrique de se développer? Oh oui, bon, en fait, c'est beaucoup plus de spéculation, mais ce n'est pas avec le compte d'opération qu'on va réaliser des investissements domestiques. Parce qu'il va falloir qu'on passe du temps à l'expliquer, mais ça va être un peu difficile, mais on va essayer. Le compte d'opération, ça contient des devises, et ce n'est pas avec ces devises qu'on va faire de l'investissement. Le montant stocké a déjà fait l'objet d'une contrepartie et mise dans l'économie. À quoi servent ces montants? Lorsque nous voulons acheter, par exemple, des produits à l'étranger, nous allons convertir notre CFA en dollars ou en euros. Où est-ce qu'on trouve l'euro et le dollar? C'est dans ces comptes qu'on va l'épuiser. Mais si on vide complètement le compte, comment on fera pour effectuer des opérations à l'international? C'est dans ce sens que vous allez voir dans certains pays qui ont leur monnaie et qui n'arrivent pas à gérer les réserves de change. Ils n'arrivent plus à acheter des biens à l'international. Vous n'avez pas de médicaments dans les pharmacies. Vous avez des biens vitaux qui vont leur manquer parce qu'ils sont incapables de convertir leur monnaie domestique en devises étrangères pour acquérir des biens importés. Okay. Donc, concernant la possibilité de réduire, bon, et tout dépend de ce qu'on va faire avec cette réduction. Si on est certain que les réserves vont être gardées en de très bonnes conditions, vont être sécurisées pour que le jour où on aura besoin, on en aura besoin pour faire des échanges, on pourra les trouver. Donc il n'y a pas de problème pour que ce montant diminue. Vous n'êtes pas du tout contre cela? Non, mais je ne suis pas contre, mais je précise que ce n'est pas avec les réserves qu'on fera de l'investissement. Parce que ce sont les banques de second rang qui financent l'économie. La Banque centrale vient en dernier ressort pour ratifier la création monétaire. Quand vous voulez emprunter de l'argent pour investir, ce n'est pas la BCEAO que vous allez. Vous allez voir votre banquier de second rang pour emprunter de l'argent. Et c'est quand il vous prête l'argent qu'en fin de compte, il se retourne vers la Banque centrale pour se refinancer. Donc c'est comme ça qu'il faut concevoir le mécanisme de financement de l'économie. Bien entendu, la Banque centrale contrôle, mais en dernier ressort. Alors que doivent faire aujourd'hui les pays africains pour soutenir leur croissance avec un tel système qui est mis en place? Le système, il est mis en place et on lui fait porter tous les maux aujourd'hui. Oui. Bon, il est vrai, il y a des pays qui sont sortis et qui sont plus revenus. Est-ce pour autant qu'ils vont beaucoup mieux, il fait bon vivre là-bas que chez nous? Ça, cette question, on ne la pose jamais. Il y a des pays qui sont sortis, qui sont revenus encore. Mais il y a d'autres qui n'ont pas été colonisés par la France, mais qui ont intégré l'Union. Oui, mais si ces pays qui sont sortis ne se plaignent pas, cela ne voudrait pas dire que tout va bien? Non, ils ne se plaignent pas, mais est-ce qu'ils font autant bon vivre là-bas? Est-ce qu'ils sont meilleurs en termes de développement? Est-ce qu'ils sont meilleurs en termes de croissance économique? Est-ce qu'ils sont meilleurs en termes de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités que nous? Les statistiques ne nous disent pas ça. Il est vrai que comme ils ont la planche à billets, c'est eux-mêmes qui créent leur monnaie, ils ont la capacité de frapper beaucoup plus comme ils le souhaitent et donc de réaliser plus d'infrastructures. Mais à côté de ça, ils ont un niveau d'inflation très élevé, une instabilité économique et financière très forte, ce qui fait que votre épargne, vous ne savez pas aujourd'hui ce que ça deviendra demain. Ce risque, nous ne l'avons pas. Et ça, c'est très important. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut savoir que le développement, au-delà d'être une question monétaire, c'est d'abord une question économique. Nos pays doivent aborder une réelle transformation productive. Nous devons commencer par produire, transformer au niveau local. Ce n'est pas en fabriquant la monnaie, ce n'est pas parce qu'on va créer notre monnaie aujourd'hui qu'on va devenir un pays développé.
Il y a de nombreux pays qui ont leur monnaie, mais il y a encore la famine qui les touche. Autrement dit, il faut qu'on produise plus. Il faut qu'on produise. Il faut qu'on produise, il faut qu'on transforme. Quand vous ne produisez pas, quand vous ne transformez pas, quand vous ne vendez pas aux autres, comment vous voulez être riche? C'est ça la question qui se pose. Il faut qu'on produise, il faut qu'on transforme, il faut qu'on vende aux autres. Et deuxième élément aussi, c'est qu'il faut qu'on améliore notre niveau de gouvernance. Un maillon important aussi, si on veut mieux vivre. Et aussi assainir le climat des affaires pour mieux attirer les investissements capables de stimuler la croissance économique dans nos pays. Alors, une question qui se pose depuis quelques années déjà, c'est la monnaie unique de la CEDEAO. C'est une question également qui a du mal. Un franc qui a du mal à se mettre en place depuis quelques années. Vous, en tant que spécialiste des questions monétaires, pensez-vous qu'avoir une monnaie unique pour la zone CEDEAO, ça pourrait permettre aux pays de cette zone-là de mieux se développer? Bon, je ne dirais pas que c'est impossible. Tout est possible. Oui. Notre job, en tant qu'économiste, c'est de dire quels sont les avantages et quels sont les inconvénients. La question d'une union monétaire avec tous les autres pays de la CEDEAO ne date pas d'aujourd'hui. Elle remonte en 1989. Et le plan qui a été acté et adopté a prévu une intégration monétaire en 2 étapes. C'est-à-dire, on va d'abord créer une seconde zone monétaire. Nous avons une zone monétaire qui comprend les pays de la zone CFA. On va créer une seconde zone monétaire qui comprend les pays qui ne sont pas membres de la zone CFA. On appelle ça ZMAO, zone monétaire ouest africaine, qui sera une deuxième zone. Mais pour pouvoir créer cette zone, il faut des critères de convergence. Il faudrait une convergence au niveau du niveau d'endettement. Vous n'allez pas vous mettre ensemble avec un pays qui s'endette de façon explosive. De la même manière, un pays qui fait du déficit important, vous ne pouvez pas. Donc, il faut quand même une rigueur budgétaire pour pouvoir faire cette convergence et aller vers cette nouvelle zone. Ce qui n'a pas été fait, ce qui fait qu'à plusieurs reprises, l'échéance a été reportée et la ZMAO n'a pas été créée. Bon, est-ce que tout est perdu? Non. Donc, la question, elle est quand même un peu plus complexe. Est-ce que nous, qui sommes de petits pays, le Bénin, Togo, nous pouvons rester dans une union monétaire avec le Nigeria? N'oublions pas que le Nigeria, à lui seul, fait 75% de la production de la sous-région, la CEDEAO. Donc, vous rentrez dans une union monétaire avec la CEDEAO, sachez que la politique monétaire sera dictée par le Nigeria. Il n'y a rien à faire. Et cette politique monétaire sera tributaire de quoi? De l'évolution des cours du pétrole. Parce que le Nigeria est un pays producteur de pétrole et sa réaction sur le plan monétaire, ça va être tributaire de comment les prix évoluent au niveau du pétrole. Or, nous, est-ce que ça nous arrange de suivre une évolution monétaire calquée uniquement sur les prix du pétrole? C'est la grande question. Bon, toutefois, si les contours se précisent, les arrangements avec le franc CFA, du franc CFA avec l'euro doivent être revisités et ce n'est pas impossible qu'on y pense à long terme, mais pas à court terme quand même. Oui. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ego-Jude. La question reste en suspens. Elle va se poursuivre. Le débat n'est pas encore terminé. Elle va se poursuivre également sur Week-Eco. Merci donc à vous, Monsieur Ego-Jude, pour cette analyse sur la nécessité ou non de sortir de la zone CFA. On retient que le problème, ce n'est pas la devise CFA, mais c'est la nécessité pour les pays africains de plus produire pour soutenir leur croissance. Merci à toutes et à tous. C'est fini pour Week-Eco de ce dimanche. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 11h sur BB24.